plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous touche tous, je crois. Comment on fait pour se libérer de ce poids des attentes des autres pour enfin vivre une vie qui nous ressemble vraiment aussi? On va explorer ça ensemble, hein. On a un super article comme point de départ. Comment se libérer des attentes des autres pour une vie alignée. Et on a aussi pioché dans quelques livres inspirants sur l'affirmation de soi, la communication, le développement personnel. Ah oui, des sujets passionnants. Notre mission, vous donner des clés concrètes, des outils pour décoder ces pressions externes qui peuvent parfois nous empêcher d'avancer. On veut vous aider à naviguer tout ça. C'est une quête universelle, hein? Check. Trouver sa voie au milieu de toutes ces voix qui nous disent quoi faire, comment réussir, pas facile. Ah non, pas facile du tout. Imaginez, on vous bombarde de conseils, d'injonctions. Il faut faire ci, il faut réussir ça. Exactement. Et on finit par porter un poids invisible, celui de toutes ces attentes qui ne sont pas forcément les nôtres. Exactement. Alors, avant qu'on s'enfonce dans le labyrinthe des attentes, on va commencer par citer Carl Rogers, un grand psychologue. L'article mentionne d'ailleurs. Il disait que la pleine réalisation de soi, ça ne peut arriver que si on accepte d'être authentique. Au-delà des masques sociaux, quoi. Oui, c'est une phrase forte, qui met le doigt sur l'enjeu principal. Et l'article met bien en lumière les conséquences, parfois lourdes, de vivre sous la pression constante des attentes des autres. Il y a par exemple la pression des parents, qui peut pousser les jeunes vers un perfectionnisme destructeur. Oui, on sait aujourd'hui que ça peut avoir des liens avec l'anxiété, la dépression. C'est un vrai problème. Un vrai problème, oui. En fait, cette pression des parents, ça peut graver en nous la peur de l'échec. Du coup, on ne recherche plus la réussite pour soi-même, mais pour faire plaisir, pour être validé. L'enfant qui grandit avec cette pression constante, il a peur de décevoir. Alors, il se met à performer, mais au fond, il n'est jamais vraiment satisfait. Et puis, il n'y a pas que la famille. Il y a aussi cette injonction sociale à être toujours heureux, à réussir sa vie, comme si c'était une obligation. Oui, on nous vend une image du bonheur, de la réussite. Et celui qui ne rentre pas dans le moule se sent tout de suite à côté de la plaque. Exactement. Et une grosse étude internationale, a montré que cette pression à être heureux, ça peut avoir l'effet inverse. Moins de satisfaction dans la vie, plus de stress, de déprime. Pas étonnant, refouler ses émotions, faire semblant pour coller à une image, ça crée forcément un malaise. Et l'article insiste aussi sur les traces que laissent ces attentes intériorisées pendant l'enfance. Ce sentiment de ne jamais être assez bien, comme une petite voix qui nous répète qu'on n'est pas à la hauteur. Oui, les critiques, les exigences trop élevées des parents, ça forge une image de soi négative qui peut nous poursuivre longtemps. Et on se retrouve à essayer de plaire aux autres en permanence, jusqu'à en oublier qui on est, vraiment. L'article parle de perte d'authenticité, de déconnexion de soi. C'est ça, on porte un masque, on joue un rôle, et on finit par se perdre en chemin. Alors, face à ce constat, la grande question c'est comment on fait pour distinguer ce qui vient de nous, nos aspirations profondes, de ce qui nous est imposé de l'extérieur? C'est la clé, oui. Apprendre à reconnaître sa propre voix au milieu de toutes ces autres voix. Et c'est pour ça que ce sujet est si important. Parce que vous, qui nous écoutez, vous avez ce désir d'harmonie, d'être en accord avec vous-même sans pour autant rejeter les attentes de la société. On va essayer de vous donner des pistes pour trouver cet équilibre. Parlons de l'origine de ces attentes, justement. Elles ne tombent pas du ciel. Comme l'explique l'article, c'est un mélange d'éducation, d'expériences personnelles, de normes sociales. Dès l'enfance, on nous transmet des modèles, des « il faut que », des « tu dois », des règles invisibles qui s'impriment en nous. Oui, ces règles invisibles, c'est comme un code de conduite qu'on intègre, sans même s'en rendre compte. Sois sage, réussis pour être heureux. On entend ça tellement souvent qu'on finit par y croire dur comme fer. Et le problème, c'est quand ces attentes deviennent des prisons. Si on n'arrive pas à s'y conformer, on se sent frustré, on a l'impression d'échouer. L'article parle aussi des normes sociales. Ces valeurs, ces croyances, ces règles de conduite qu'on partage dans un groupe, dans une culture. On apprend ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est valorisé, ce qui est rejeté. Et ces normes, on finit par les intérioriser. Exactement. Et l'exemple de la réussite sociale est parfait. Avoir un diplôme, une carrière, une famille, on nous présente ça comme des étapes obligatoires pour réussir sa vie. Et le conflit, il arrive quand ces attentes qu'on a intégrées se heurtent à nos vrais désirs, à nos capacités. Oui, plus le décalage est grand entre ce qu'on devrait être et ce qu'on est vraiment, plus on se sent mal. L'article souligne aussi que se focaliser sur des objectifs purement extérieurs, comme la réussite matérielle, la reconnaissance sociale, ça ne rend pas forcément plus heureux. Au contraire, notre bonheur devient fragile, dépendant du regard des autres.
Alors que si on se fixe des objectifs qui correspondent à nos valeurs profondes, à ce qui nous passionne vraiment. Là, on a plus de chances de trouver une satisfaction durable, un épanouissement réel. Et les chiffres sont assez parlants. L'IRP Canada, dans un rapport de 2023, estime que 70% de nos choix de vie seraient influencés par ces attentes collectives. 70%, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et ça crée ce qu'ils appellent un écart d'authenticité. On s'éloigne de nous-mêmes pour coller à un modèle. Et l'Université McGill a fait une étude. Ils ont découvert que 62% des adultes avaient choisi leur carrière pour répondre aux attentes de leur famille, même si ça ne les passionnait pas. Un choix par défaut, en quelque sorte. Oui, un choix qui peut mener à des années de frustration, malgré la réussite apparente. L'article analyse ensuite pourquoi ces attentes ont autant de poids. Il y a les messages répétés, les succès ou les échecs du passé qui renforcent certains schémas de pensée. Et puis, il y a cette pression constante de la société, amplifiée par les réseaux sociaux, les médias. On nous montre des images de perfection, de bonheur idéalisé qui sont souvent inaccessibles. Et tout ça a un prix, bien sûr. L'article parle de stress chronique, de baisse de l'estime de soi, d'épuisement émotionnel. Notre corps nous envoie des signaux quand on vit en décalage avec nos valeurs profondes. Exactement. Et il cite le docteur Gabor Maté qui dit « La santé mentale commence quand on cesse de confondre ce que le monde exige de nous avec ce que nous sommes véritablement. » Une phrase qui résume bien l'enjeu. On arrive maintenant aux conséquences, parfois lourdes, de vivre selon les attentes des autres. L'article est très clair. Se conformer en permanence, ça nous épuise. On peut même développer de l'anxiété, des troubles dépressifs. Oui, c'est comme si on était constamment en train de courir après quelque chose qui nous échappe. On s'épuise à vouloir être ce qu'on attend de nous. L'article cite des recherches qui montrent que la quête de la perfection, souvent alimentée par la peur de l'échec, peut mener au burn-out. Le burn-out, c'est plus qu'un simple épuisement professionnel. C'est un épuisement physique et mental qui peut toucher tous les domaines de la vie. Et il y a aussi cette dissonance cognitive, ce conflit intérieur qu'on ressent quand nos actions ne sont pas en accord avec nos valeurs. On se sent mal parce qu'on fait des choses qui ne nous correspondent pas. Exactement. Et pour éviter ce malaise, on peut être tenté d'adopter un faux self, un masque social, pour correspondre aux attentes. Oui, on se crée un personnage, on cache certains aspects de notre personnalité. L'article mentionne des études en psychologie organisationnelle qui montrent que dans certains environnements de travail très rigides, les employés peuvent cacher une partie d'eux-mêmes par peur du jugement. C'est un manque d'authenticité qui a un coût pour le bien-être psychologique. Absolument. Et l'article rappelle que de nombreuses études montrent l'importance d'être soi-même pour être bien dans sa peau. Se conformer en permanence, ça érode l'estime de soi, ça peut même créer un vide existentiel. On se retrouve alors dans un cercle vicieux. On cherche l'approbation des autres pour combler un manque intérieur. C'est ça. On devient dépendant du regard des autres et on s'éloigne de plus en plus de notre vraie nature. Et on peut finir par se sentir comme un étranger à soi-même. On fait des choses, on prend des décisions, mais on ne se reconnaît plus vraiment. C'est comme si on vivait une vie qui n'est pas la nôtre. Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres, quand on leur abandonne le pouvoir de définir notre existence. » C'est une phrase forte qui nous met en garde contre le danger de laisser les autres choisir notre chemin. L'article met aussi l'accent sur le stress chronique que génèrent ces attentes qui ne correspondent pas à nos besoins. La plateforme Nos Pensées a publié une statistique assez effrayante. 63% des personnes souffrant d'anxiété généralisée reconnaissent que leurs choix de vie sont guidés par des pressions extérieures. 63%. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et ce stress chronique, ça impacte notre corps. Troubles du sommeil, problèmes de digestion, blocage créatif. Le corps réagit quand on n'est pas en accord avec soi-même. Et l'article parle ensuite du bonheur qui devient impossible à atteindre sans authenticité. C'est logique, finalement. Si on vit pour plaire aux autres, on ne se donne jamais la chance d'être heureux pour soi-même. Le Journal of Positive Psychology a publié une étude qui montre que les personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs ont un taux de satisfaction de vie 40% plus élevé. Ça prouve bien que l'authenticité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour être bien. Et sans cette authenticité, même quand on réussit, on peut avoir l'impression de ne pas mériter notre succès. Le syndrome de l'imposteur, hein? On a peur d'être démasqué, de ne pas être à la hauteur. Exactement. Et le plus difficile, c'est souvent de prendre conscience de ce décalage entre qui on est et qui on prétend être. Le docteur Kristan Neff a une phrase très juste à ce sujet. Nous confondons souvent l'approbation des autres avec la sécurité émotionnelle jusqu'au jour où le vide se fait trop lourd à porter. On arrive maintenant à la partie la plus concrète. Comment se libérer de ces attentes?
L'article nous propose 9 étapes, inspirées par les livres du bonheur et des livres, et audacieusement positives. 9 étapes, comme un chemin vers la liberté émotionnelle. Exactement. L'idée, c'est de commencer un processus de transformation, petit à petit. Identifier les attentes qui nous bloquent, déconstruire les croyances limitantes, réapprendre à écouter notre intuition. Audacieusement positive dit une chose très juste. Chaque petit pas vers l'authenticité est une révolution silencieuse. C'est ça. Chaque effort compte. Alors, première étape. Oser être différent. L'article cite cette phrase. La différence n'est pas un défaut, mais une force. C'est important de se le rappeler. Oui, on a souvent peur d'être jugé et rejeté si on est différent. Mais c'est justement notre différence qui fait notre richesse. Et une étude de l'Université de Berkeley a montré que les personnes qui assument leurs différences sont plus heureuses. 35% plus heureuses, pour être précis. 35%. C'est pas rien, non. Et en plus, ça permet d'être plus créatif, plus résilient. L'article propose plusieurs exercices pour s'affirmer. On peut écrire une lettre à l'enfant qu'on était, faire la liste des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on n'ose pas. Il y a aussi l'idée de se lancer un défi. Passer une journée entière à agir selon ses propres valeurs, sans se soucier du regard des autres. Ouais, une journée sans masque, en quelque sorte. Exactement. Deuxième étape, apprendre à faire les choses pour soi-même. Cultiver son autonomie, son indépendance. Ne pas attendre l'approbation des autres pour se sentir bien pour agir. L'autonomie émotionnelle est le meilleur antidote à la dépendance au regard d'autrui, dit l'article. C'est vrai. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les personnes qui sont capables de se faire plaisir à elles-mêmes sont moins sujettes à l'anxiété sociale. Elles sont plus libres en fait. Oui, elles ne dépendent pas du jugement des autres pour se sentir bien. L'article propose de se lancer des petits défis comme passer une journée entière à faire des activités en solo sans en parler à personne. Il y a aussi le journaling d'auto-validation. Chaque soir, noter ce qu'on a accompli et dont on est fier sans se soucier de ce que les autres en pensent. Se féliciter soi-même en quelque sorte. Exactement. Troisième étape. Être fier de soi. Passer de la reconnaissance extérieure à l'auto-validation. La vraie fierté ne naît pas des applaudissements des autres, mais de la paix que l'on trouve en soi, dit audacieusement positif. C'est une belle phrase. On a souvent tendance à attendre la validation des autres pour se sentir fier de nous. Mais la vraie fierté, elle vient de l'intérieur. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui sont capables de s'auto-valider sont plus résilientes face aux critiques. C'est logique. Si on a confiance en nous, on est moins dépendant du jugement des autres. L'article propose de tenir un journal de nos victoires, même les plus petites. Noter chaque jour 3 choses qu'on a bien faites, 3 qualités qu'on apprécie chez nous. C'est un bon moyen de cultiver un sentiment de fierté authentique. Quatrième étape. Ne pas chercher la réciprocité parfaite dans nos relations. Lâcher prise sur cette idée que chaque geste doit être rendu. Une relation saine ne se construit pas sur un tableau Excel, dit l'article. C'est vrai, on ne peut pas tout quantifier, tout calculer dans une relation. Et si on cherche constamment la réciprocité, on est sûr d'être déçu. Exactement. Une étude de l'Université de Harvard a montré que les personnes obsédées par la réciprocité ont 2 fois plus de conflits dans leurs relations. Elles sont tout le temps en train de compter les points, de voir si l'autre leur rend bien ce qu'elles lui ont donné. Alors que si on lâche prise sur cette idée, on peut être plus généreux, plus spontané. L'article propose de tenir un journal de gratitude relationnelle. Noter chaque jour les choses qu'on a reçues des autres, sans chercher à les rendre. C'est un bon exercice pour se concentrer sur le positif, sur ce qu'on reçoit, plutôt que sur ce qu'on attend en retour. 5e étape, savoir quand arrêter une relation toxique. Ah oui, ça c'est un sujet difficile. Difficile oui, mais important. Parfois, il faut savoir se protéger. Parfois, la meilleure façon de protéger son bonheur est de fermer une porte, dit l'article. C'est vrai. S'accrocher à une relation qui nous fait du mal, ça ne sert à rien. L'Université de Californie a fait une étude qui montre que le niveau de bonheur augmente significativement après avoir quitté une relation toxique. C'est pas étonnant. On se libère d'un poids, d'une source de stress. L'article décrit les signes d'une relation toxique. Manipulation, manque de respect, dévalorisation. Il faut être attentif à ces signaux d'alarme. Exactement. Et il cite le docteur Ramani Durvasula, qui dit que rester dans une relation toxique, c'est trahir sa propre lumière. C'est une belle image. L'article propose des exercices pour prendre du recul par rapport à une relation qui pose problème. On peut essayer de lister les signaux d'alarme, écrire une sorte d'épitaphe de la relation, visualiser notre vie future sans cette relation. Des exercices qui peuvent nous aider à prendre conscience de la situation et à envisager une sortie.
6e étape, se prioriser. On ne peut pas remplir le verre des autres quand le sien est vide, dit l'article. C'est vrai. On a souvent tendance à s'oublier, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et à la fin, on est épuisé, vidé. Se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. Une étude de l'Université de Columbia a montré que les personnes qui se priorisent ont un taux de burn-out plus faible et une satisfaction de vie plus élevée. Elles ont appris à dire non, à fixer des limites. Exactement. L'article propose de pratiquer le non bienveillant, dire non aux demandes qui nous pèsent, sans culpabiliser. On peut aussi faire la liste de nos priorités, imaginer les regrets qu'on pourrait avoir si on continue à négliger nos besoins. Des exercices qui peuvent nous aider à reprendre le contrôle de notre vie. 7e étape, gérer son temps. Ah oui, le temps, c'est précieux. Dire non à une chose, c'est dire oui à soi-même, dit l'article. C'est ça. Chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Exactement. Une étude de l'Université de Californie a montré qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, juste pour faire plaisir aux autres. Par peur de décevoir, par obligation sociale. L'article propose de faire le tri dans nos activités. Identifier celles qui sont vraiment importantes pour nous et celles qu'on peut laisser tomber. On peut se lancer le défi de dire non à une demande extérieure par jour pendant une semaine. C'est un bon exercice pour apprendre à fixer des limites. 8e étape. Arrêtez de se justifier. Ah oui, on a souvent besoin de se justifier, de donner des explications pour nos choix. Vous n'avez pas à défendre votre droit à exister, dit l'article. C'est vrai, on n'a pas à se justifier d'être soi-même. Une étude de l'Université de Stanford a montré que les personnes qui arrêtent de se justifier en permanence ressentent moins de stress relationnel. Elles gagnent en confiance en elles, en liberté. L'article propose de s'entraîner à dire non sans donner d'explication. Un non simple, clair et ferme. Exactement. 9e étape, communiquer clairement. La communication, c'est la clé de relations saines. La clarté est un cadeau que vous faites aux autres. Et à vous-même, dit l'article. C'est vrai. Une communication claire permet d'éviter les malentendus, les frustrations. Une étude de l'Université de Harvard a montré que la majorité des conflits relationnels proviennent d'une mauvaise communication. On ne se comprend pas, on interprète mal les choses. L'article propose de s'entraîner à s'exprimer de façon assertive. Dire clairement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on attend des autres. On peut s'entraîner avec des jeux de rôle et écrire nos limites dans un journal. Des exercices qui peuvent nous aider à être plus à l'aise dans la communication. Voilà les 9 étapes. L'article rappelle qu'une majorité des personnes qui mettent en pratique ces conseils ressentent une amélioration significative de leur bien-être en moins de 3 mois. C'est encourageant, hein. Ça montre qu'on peut vraiment changer les choses. Alors, si vous vous sentez submergé par les attentes des autres, choisissez une étape et commencez dès aujourd'hui. La liberté ne se trouve pas en une nuit, mais dans chaque petit choix aligné avec qui vous êtes, dit audacieusement positif. C'est ça, chaque petit pas compte. On va maintenant explorer quelques insights psychologiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre et gérer les attentes. Le premier point, c'est de prendre conscience de l'origine de nos propres attentes. Est-ce qu'elles viennent de nos besoins profonds, de nos valeurs, ou est-ce qu'on nous les a imposées? C'est une question importante. Il faut apprendre à faire la différence entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on croit devoir vouloir. L'article mentionne la Self-Determination Theory, qui dit que nos actions sont plus motivantes, plus épanouissantes quand elles sont en accord avec nos valeurs intrinsèques. C'est comme si on avait un moteur interne qui nous pousse à agir sans avoir besoin d'être poussé par les autres. Exactement. Il y a ensuite des techniques pour résister aux attentes qui nous oppriment. L'entraînement à l'assertivité, par exemple. Apprendre à dire non, à exprimer ses besoins sans culpabiliser. Le soutien social est aussi très important. Se sentir entouré et aimé inconditionnellement, ça nous donne de la force pour affronter les pressions extérieures. C'est comme un rempart contre les jugements, les critiques. L'article mentionne aussi la thérapie cognitive et comportementale, pleine conscience. Des techniques qui nous aident à identifier nos pensées négatives, à les remettre en question. On va maintenant explorer 4 insights clés tirés des recherches de l'IRP Canada. Le premier, c'est de différencier nos besoins de nos désirs. L'IRP Canada souligne que les attentes des autres se nourrissent souvent de nos désirs superficiels. On confond parfois ce qu'on veut vraiment avec ce qu'on a appris à désirer. C'est ça. On se laisse influencer par la publicité, la mode, les réseaux sociaux. Une étude de l'université de Yale a montré que 72% de nos décisions sont influencées par des désirs conditionnés. 72%, c'est énorme. C'est énorme, oui. L'article propose de se poser la question. Si j'obtiens ce que je désire, est-ce que ça va vraiment me rendre heureux? Est-ce que ça répond à un besoin profond?
Il y a aussi l'idée de faire la liste de ses valeurs, de ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Le deuxième insight, c'est d'identifier les obstacles à notre autonomie. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire nos propres choix, à suivre notre propre chemin? L'ERP Canada dit que ces obstacles sont souvent des signaux d'alarme. Ils nous montrent où on a besoin de guérir, de grandir. Les principaux obstacles, ce sont la peur du rejet, la culpabilité sociale, le conditionnement culturel, le manque de confiance en soi. L'article propose de tenir un journal des « je ne peux pas » pour identifier les blocages qui nous empêchent d'agir. Il y a aussi l'exercice de l'arbre généalogique des attentes. On essaye de retracer l'origine de nos croyances limitantes, d'où viennent-elles, qui nous les a transmises. C'est un exercice intéressant pour comprendre comment on a été influencé par notre environnement familial, social. Le troisième insight, c'est d'évaluer le réalisme de nos attentes. Est-ce qu'on ne se fixe pas des objectifs impossibles à atteindre réels? L'IRP Canada explique qu'une attente réaliste, c'est une attente qui nous guide vers des objectifs réalisables. Si on se fixe des objectifs trop ambitieux, on est sûr d'être déçu, frustré. Une étude de l'Université de Toronto a montré que 70% des conflits relationnels proviennent d'attentes irréalistes. 70%. C'est énorme. L'article propose de se poser 3 questions pour évaluer le réalisme d'une attente. Est-ce que c'est contrôlable? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que c'est aligné avec mes ressources? On peut aussi imaginer le meilleur et le pire scénario possible pour voir si l'attente est vraiment raisonnable. Le quatrième insight, c'est de prendre en compte notre type de personnalité. L'IRP Canada explique que notre personnalité influence notre façon de réagir aux pressions, aux attentes. Certaines personnalités sont plus sensibles que d'autres. Les perfectionnistes, par exemple, ont tendance à se mettre beaucoup de pression. Les empathiques sont très sensibles aux émotions des autres, ce qui peut les rendre vulnérables aux manipulations. Les conformistes ont du mal à sortir du cadre, à affirmer leurs différences. Et les rationnels ont tendance à tout analyser, à se focaliser sur les détails, ce qui peut les rendre anxieux. L'article propose un test de personnalité simplifié pour identifier son profil et ses points faibles. Il y a aussi des exercices pour apprendre à gérer ses émotions, à fixer des limites, à communiquer de façon assertive. On arrive maintenant à la dernière partie de notre exploration. Amiso est vivre une vie alignée. Embrasser l'authenticité. L'article présente ça comme la clé du bonheur, de la liberté intérieure. C'est le but ultime de tout ce cheminement. Vivre en accord avec soi-même. Une étude de l'Université de Harvard a montré que les personnes qui vivent en cohérence avec leurs valeurs ont un taux de satisfaction de vie 50% plus élevé. 50%. L'article nous donne des pistes pour atteindre cet alignement. Il faut définir sa propre vision du bonheur, apprendre à accepter l'incertitude, célébrer nos contradictions, et il faut transformer l'alignement en une habitude, en un mode de vie. C'est un travail de tous les jours. L'article insiste sur l'importance de l'auto-acceptation. L'auto-acceptation n'est pas un acte de passivité, mais un acte de rébellion contre les attentes qui vous étranglent, dit nos pensées. S'accepter tel qu'on est, avec ses qualités et ses défauts, c'est un acte de courage. Une étude de l'Université de Berkeley a montré que l'auto-acceptation améliore le bien-être et la résilience. Quand on s'accepte, on est moins dépendant du regard des autres. L'article propose de pratiquer la pratique du miroir honnête. Se regarder dans le miroir et se dire des choses positives, sans jugement. Il y a aussi le journaling des « je suis ». Chaque jour, noter les choses qu'on aime chez soi, les qualités qu'on reconnaît. L'article parle ensuite de l'importance de trouver son chemin, suivre sa passion, faire ce qui nous épanouit vraiment. Le bonheur authentique naît quand on cesse de suivre des routes tracées par d'autres, dit nos pensées. Il faut oser sortir des sentiers battus, explorer de nouvelles voies. Une étude de l'Université de Stanford a montré que les personnes qui vivent en accord avec leur passion ont un taux d'épanouissement professionnel et personnel plus élevé. 63% plus élevé, pour être précis. 63% possible. C'est énorme. C'est énorme, oui. L'article propose de faire l'audit de ces passions. Quelles sont les activités qui me font vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire, même quand je suis fatiguée? Il y a aussi l'exercice de la visualisation. Imaginer sa vie idéale sans se mettre de limites. L'article aborde ensuite la question des relations. Comment construire des relations saines, respectueuses, basées sur l'authenticité? Une relation authentique ne se construit pas sur ce que vous devez être, mais sur qui vous êtes, dit nos pensées. C'est vrai, on ne peut pas construire une relation solide sur un mensonge, sur un faux semblant. Les piliers d'une relation authentique, ce sont la liberté d'être soi, l'écoute active et des limites claires. L'article propose de faire un check-in émotionnel avec son partenaire. Prendre le temps de partager ses émotions, ses besoins. Il y a aussi l'idée de créer une carte des valeurs communes. Qu'est-ce qui est important pour nous deux? Sur quoi est-ce qu'on est d'accord?
Sans fin, l'article explore l'idée de vivre sans attente. Mhm. Vivre sans attente, ce n'est pas renoncer à ses rêves, mais cesser de les laisser dicter par le monde, dit De Foncé. C'est une idée qui peut paraître paradoxale. C'est vrai. Mais si on y réfléchit bien, on se rend compte que les attentes sont souvent une source de frustration, de déception. Quand on attend quelque chose, on est attaché au résultat. On n'est pas libre. Mhm. L'article nous encourage à lâcher prise sur nos attentes, à vivre dans l'instant présent, Mhm. à cultiver la curiosité, l'ouverture d'esprit. À agir par inspiration, par envie, plutôt que par obligation. L'article conclut en disant que l'authenticité est un voyage, un cheminement. Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes.